Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reçois un ancien pensionnaire de Ligue 1 et Ligue 2 en la personne de Monsieur Robert Malm. Bonjour Robert. Bonjour. Monsieur Malm, je vais commencer cet entretien comme je le Eh, fais. eh, eh, on va se mettre à l'aise tout de suite. C'est Robert. On peut se tutoyer. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et Allez, les choses vont aller d'elles-mêmes. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On y va. allez, super. Bon, ben, partons Allez, sur Robert. Alors Robert, allez. tu es né où et quand? Alors, je suis né il y a longtemps, il y a très longtemps. Je suis Un né le temps que les 21 années. août 1973 à Dunkerque. Voilà, je laisse faire le calcul aux gens pour connaître l'âge, mais voilà, je suis né à Dunkerque, dans tout au nord de la France. Eh ben, moi, je suis né tout au sud. Ah, ben ouais, ça s'entend pas du tout en plus. Ah non, mais si, forcément. Alors, Robert, elle vient comment cette passion pour le football? Écoute, je vais te dire un peu, c'est une histoire de famille parce que mon papa était un amateur de football, un passionné de football et bon, on y a tous un petit peu goûté. Alors moi, avant que je vienne au foot, j'ai d'abord joué au tennis et ensuite mon frère voulait aller au foot et puis finalement on s'est retrouvés à y aller tous les deux et puis ben voilà, la passion du foot, elle est venue parce que, ben, contrairement à tous les enfants, que ce soit de cette génération ou celle d'un petit peu avant, on n'avait pas les consoles, on n'avait pas tout ça, on n'avait pas Internet ni quoi que ce soit. Et donc, du coup, on s'est retrouvé à jouer ben, le sport favori, le sport le plus facile, le sport le plus populaire au monde. Je pense que tout le monde a tapé au moins dans un ballon au moins une fois dans sa vie. Voilà, après, avec certains avec plus ou moins de réussite et de talent, mais voilà, si je me suis retrouvé à jouer au foot à partir de ce moment-là. Mais sinon, le foot, c'était dans la rue, c'était derrière mon bâtiment, avec les copains du quartier, et à faire des longues parties, des longues parties. Il fallait que nos parents viennent nous chercher avant qu'on puisse rentrer à la maison. Pour le dîner. Exactement, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez ambitionné pour une carrière pro au départ ou pas du Non, tout? du tout, pas du tout, pas du tout. Et ça va peut-être te paraître étonnant, voire paradoxal. Euh, J'ai pris conscience que je pouvais en faire mon métier que le jour où j'ai joué mon premier match en équipe professionnelle. Donc, c'est-à-dire à l'âge de 17 ans et demi, j'ai fait mon premier match en pro. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que je pouvais en faire mon métier. Avant, non. Avant, non, parce que on m'a demandé ce que je voulais faire. Je voulais être pilote de chasse sur les avions, tu sais, militaires, tout ça. Je sais pas, c'est ce que je voulais faire. Et, euh, et par la suite, si tu veux, oui, je me suis mis au sport. J'ai joué au tennis, même en jouant au tennis, c'était même pas devenu faire une carrière de tennisman. Voilà, je faisais un sport de taper dans une balle et est venu effectivement après le foot. Mais en aucun cas, ça a été un objectif comme beaucoup de petits garçons, de petites filles, parce que les filles s'y mettent aussi, que je devienne un jour professionnel. Et en plus, vous étiez au poste d'attaquant, donc Oui. vous aimiez les buts, quoi, hein. Bah, j'aimais les buts oui, aussi bien qu'au sens propre qu'au sens figuré, parce que figure-toi, je voulais jouer gardien de but au départ. Oh, Et c'est mon coach à l'époque. Alors aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle catégorie on pourrait mettre, je crois U7, U8, quelque chose comme ça, je pense. Et plus U8, je crois, pour correspondre à la catégorie poussin, U8, U9. L'entraîneur m'a dit non, non, tu vas jouer devant. Je lui ai fait un peu la tête au départ. Et puis finalement, bon, il s'avère qu'il avait raison sur le principe. Mais je t'avoue que j'aurais bien voulu quand même essayer dans les buts. d'accord. Et comment il se passe ton début de carrière? Je vais y arriver à te tutoyer. Ouais, 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 il n'y a pas de souci. Bah, mon début de carrière, euh, il se passe comme tout garçon d'abord qui joue au foot, parce que j'ai joué dans un club qui s'appelle l'Olympique de Grande-Sainte. C'est à côté de Dunkerque. Donc, j'ai commencé là mes premiers pas dans ce club-là. Et bah, j'y ai joué jusqu'en cadet. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, si on veut prendre la catégorie cadet, c'est U16, U17. Voilà.
J'ai joué après en cadets nationaux. Je pars à Lens, je rentre au centre de formation, je joue en cadets nationaux et jusqu'au pro après. Mais voilà, c'est comme ça que ça débute. Je commence d'abord à Grande-Sainte et ensuite je rentre au centre de formation à Lens pour faire ma formation et signer mon premier contrat professionnel. Tu restes dans le nord, quoi, au début de ta Je reste carrière. dans le Nord. J'avais plusieurs possibilités, notamment dans le Nord avec tous les clubs qui étaient professionnels dans la région. Et ensuite, j'avais Auxerre et Monaco aussi. Donc, j'ai choisi quand même le Racing Club de Lens. Tu as des personnes qui t'ont marqué, je veux dire, au niveau de l'encadrement, du staff, des entraîneurs, tout ça, qui t'ont marqué quand tu étais jeune, au début de ta carrière? Alors, au centre, oui, j'en ai beaucoup. Au centre, j'ai eu pas mal d'éducateurs, mais il y en a un qui m'a tout particulièrement marqué, c'est Patrice Berg. Euh, Parce que c'était l'entraîneur des moins de 17 ans à l'époque, parce qu'il est devenu l'entraîneur des professionnels quelques années plus tard, parce qu'aussi c'est le premier entraîneur à qui je gagne un titre, on a gagné la Coupe Gambardella. Et, et puis c'était au-delà du coach qu'il était, c'est surtout un homme extraordinaire. Et je l'ai recroisé il n'y a pas longtemps à Lens. Quand je suis allé voir Lens, je suis allé commenter le match Lens-Monaco en Coupe de France. Et on s'est revus. Et Patrice Berg, lui, a énormément compté à la formation. Mais après, je veux dire, tous les coachs que j'ai eu, toutes les personnes qui m'ont entouré au tout début, même à Grande-Sainte, ont compté énormément. Donc, euh, je ne vais pas tous les citer parce que je risque d'en oublier. Mais en tout cas, toutes les personnes qui ont été sur ma route ont énormément compté, ont apporté chacun à sa manière quelque chose. Mais oui, après le début de l'histoire, du commencement, et bien sûr, il y a Patrice Berg qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui, et des hommes surtout avant des sportifs. Et puis après, bien sûr, Arnaud de Santos pour ma première convocation chez les pros, et puis ainsi de suite. J'ai plein de coachs après qui m'ont marqué, ça va d'Aimé Jacquet à Roger Lemaire, en passant par Alain Giresse, Albert Rust, voilà, tous les coachs que j'ai pu avoir. Euh, voilà, Jean-François Domergue à Montpellier, que ce soit Jean-Luc Vanucci à Nîmes. Voilà, tous ces coachs-là, je te les cite comme ça en vrac, Guy Lacombe. Voilà, tous ces coachs, et Christian Gourcuff, je l'oublie pas aussi, Christian Gourcuff, Marc Collat, tout ça. Bon, bref, tous ces coachs-là m'ont marqué et d'autres, peut-être un petit peu plus que d'autres, mais je me rends compte quand même que je suis passé entre les mains d'Aimé Jacquet et Roger Lemaire. Déjà, ça parle déjà un petit peu. En effet, oui. Alors, tu es passé par plusieurs grands clubs en Oui, France. Actuellement, Lorient, il y a eu Toulouse, Grenoble, le Stade Brest, oui. Montpellier. Quel est celui qui t'a le plus marqué? Celui où vraiment il y a eu un aspect peut-être familial ou quelque chose comme ça? Écoute, tous ont eu quelque chose d'important pour moi. Mais club où, bon, il y a Lens, bien sûr. Lens, il est à part. Lens, il est vraiment à part. Parce que je te dis, ce qui m'a permis, forger d'être l'homme et le sportif que je suis, que j'ai été et que je suis. Mais pour moi, j'ai quand même un goût d'inachevé avec Lens parce que j'ai signé mon premier contrat, mais de la génération des garçons qui ont été Wagno Éloi, Frédéric Déhu, avec qui on a gagné cette Gambardella, je suis peut-être celui qui a le moins joué avec les professionnels, mais il faut dire que j'étais dans un secteur aussi où c'était assez bouché, mais bon, c'est comme ça. Euh, Il y a Lorient aussi avec Christian Gourcuff, et quand je pars de Lorient pour aller à Toulouse, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à faire le deuil un peu de ce départ-là dans ma carrière. Autant, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup et j'ai pu, si tu veux, avoir des transitions un peu moins douloureuses, mais celle de Lorient, avec la saison qu'on venait de vivre, on venait de faire la première montée de l'histoire du club. On a vécu une saison extraordinaire lors de la saison 97-98. On a vécu un truc extraordinaire, vraiment extraordinaire. D'accord. Alors, j'ai vu que, dans ta biographie que tu as été champion du monde militaire. Tu peux nous raconter ce que c'était ce passage-là? Alors, on va rectifier, on va remettre les choses dans l'ordre. Je n'ai pas été champion du monde militaire. Euh, on a participé au championnat du monde au Maroc l'année 93.
Avec l'équipe de France militaire, on était avec Roger Lemaire, c'était championnat du monde au Maroc, on finit troisième. Par contre, si tu veux, ouais, on peut appeler la section sportive foot, la section, comme on disait à l'armée 93-06, a qualifié, si tu veux, la section suivante, qui, elle, a disputé le championnat du monde militaire et est devenue champion du monde militaire. Voilà, il faut remettre les choses dans l'ordre. Il D'accord. faut, euh, il faut remettre l'église au milieu du village. J'aurais aimé être champion du monde militaire, je te l'avoue, mais non, je ne l'ai pas été et ça sera la génération à Wagno-Eloa, à d'autres garçons qui ont été champions du monde militaire avec l'équipe de France militaire et avec Roger Lemaire à sa tête. Et c'est quoi cette équipe de France militaire en fait? C'est l'armée qui Bah, fait en ça? fait, en fait, si tu veux, pour chaque session sportive, chaque sport, euh, à mon époque, on faisait encore le service, on faisait service militaire. Et pour les sportifs de haut niveau, on avait ce qui s'appelait le bataillon de Joinville. Alors, ça ne se passait pas du tout à Joinville, ça se passait à Fontainebleau. On était à l'école, c'était l'école interarmée des sports. Et c'était à Fontainebleau, ça existe toujours, mais sauf qu'aujourd'hui, euh, le service militaire n'existe plus. Nous, en tout cas, on l'a fait. Mais pour chaque sportif de haut niveau, la facilité qu'on avait, c'est d'être pouvoir être sélectionné pour pouvoir faire, si tu veux, ton armée justement à Fontainebleau, au bataillon de Joinville. Et il y avait ça pour toutes les disciplines, que ce soit le rugby, que ce soit d'autres sports collectifs, voire individuels. Moi, l'année où je suis au bataillon de Joinville, pour te donner un exemple, j'ai Fabien Pelouse qui était au Oui, moi, rugby, qui je était au connais, bataillon oui. de Joinville aussi. Voilà. On était dans le même bâtiment, on avait effectivement, on faisait, si tu veux, toutes les tâches militaires qu'il fallait faire entre les gardes, les levées de drapeau, les marches, marcher au pas et tout le reste. Mais on avait nos entraînements comme si on était en club quotidiennement à faire effectivement, à continuer à pratiquer notre sport. Et le week-end, on avait nos permissions. On partait en général le jeudi soir, voire le vendredi, pour retourner dans nos clubs et disputer les compètes. Le championnat surtout. D'accord. Et pourtant, c'est pas avec l'équipe de France que tu vas jouer avec une sélection nationale, c'est avec le Togo. Alors, Ouais, explique-nous un peu comment il se fait ce choix-là de sélection nationale. il est tard. Il arrive tard parce qu'il arrive à 32 ans. C'est au moment de la Coupe du Monde de 2006. Et ça faisait déjà plusieurs années que la sélection du Togo voulait que je vienne en sélection. Je l'ai repoussé dans un premier temps parce que je pensais pouvoir à un moment donné, tu sais, quand tu étais en équipe de France militaire, tu as joué avec des garçons qui sont champions du monde par la suite, qui sont Lilian Thuram et Alain Bogossian, et que tu fais partie d'une certaine sélection avec certains joueurs comme Bernard Diomède, Robert Pires, Lionel Letizy, tous ces garçons-là, tu te dis que peut-être que toi, si tu es dans le bon club, au bon endroit, au bon moment et que tu as de bonnes performances, il y avait peut-être une place. Après, faut reconnaître que ouais, j'avais des garçons qui étaient. Après, tu as des phénomènes qui sont apparus comme Thierry Henry, comme David Trezeguet et consorts. Et ensuite, ben, si tu veux, le Togo me court après. Après, il y a eu d'autres raisons pour lesquelles je ne suis pas allé en sélection. Mais puis en 2006, ils ont fait vraiment le forcing pour que j'y aille. Et d'ailleurs, chez tout le monde, j'ai le ministre des Sports, j'ai le directeur technique national qui est là, j'ai plein de personnes autour de la fédération qui m'ont convaincu parce que cette Coupe du Monde de Mussi, j'ai bien failli ne pas la faire. Et puis je suis allé en Coupe du Monde et puis ensuite j'ai fait les qualifs pour la CAN aussi et j'arrêterai quelques années plus tard. Eh bien, raconte-la nous, cette Coupe du Monde 2006 en Allemagne, qui plus est dans le même groupe que la France. Ouais, dans le même groupe que l'équipe de France, ouais, c'est simplement une expérience magique, extraordinaire. Je crois, Euh, je crois qu'il y a eu un ouais, climat, je crois qu'il y a eu le deuxième match, je crois qu'il y a eu un climat tendu avec la Suisse, enfin contre la Suisse, non, d'abord. ouais, c'était un peu tendu parce que sur le match, on n'est pas aidé par l'arbitrage. On a deux pénaltys qui nous sont pas sifflés alors qu'ils auraient dû être sifflés tous les jours. Malheureusement, on a fait parler un peu plus de nous sur le plan extrasportif avec des problèmes de primes. Bon, bref, des choses qui n'ont malheureusement pas été réglées en temps et en heure, qui se règlent quand même.
et on arrive quand même à faire bonne figure. Je pense qu'on fait très, très bonne figure. Sincèrement, si on n'est pas miné par ces problèmes-là, je pense qu'on peut réaliser une belle Coupe du Monde. Et en toute modestie, je pense qu'on était capable de sortir des poules. Avec la génération qu'on avait, on était capable de le faire. Oui, il y avait Adebayor. C'est ça, avec Emmanuel Adebayor, Kossi Agassa, Jean-Paul Abalo, on a Romao? fait Alexis Romao, Thomas Dosevi, Kader Touré, qui sera le seul buteur togolais dans l'histoire de la Coupe du Monde. Non, non, on avait vraiment Oloufade. Non, non, on avait vraiment une très, très belle équipe. Très, très belle génération de joueurs. D'accord. Alors, dans ta carrière, quel est le match que tu as joué qui t'a le plus marqué à toi? Celui où tu as, je sais pas, t'as marqué un but resplendissant ou où tu as été homme du match. Là, il y en a un petit peu, il y en a quelques-uns, mais comme ça, euh, j'ai fait un podcast avec Darren Tulette, qui est un journaliste présentateur sur Beansport. Ouais, j'adore. Alors, c'est pas forcément un match où j'ai marqué. Si, il y a le match de la montée avec Nîmes, où, si tu veux, on remet le club au monde dans le monde professionnel, et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Mais je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Mais c'est pas. Il y a un match aussi, c'est en Coupe de France avec Lorient, on joue contre le Paris Saint-Germain, mais c'est pas le match en lui-même qui me marque. C'est le fait d'avoir croisé Rail dans les couloirs, et on se croise dans les couloirs, et je suis resté un peu comme un enfant qui venait voir son premier cadeau de Noël et qui est devant et qui reste béat, alors que on fait le même métier, on a le même truc, mais sauf que lui est champion du monde avec le Brésil. Il était champion du monde 4 ans avant avec le Brésil. Il est capitaine du Paris Saint-Germain. Il a une aura, il a une prestance, il a la classe. Et je t'avoue, ouais, qui m'a marqué. Qui m'a marqué. Et quand on se recroise aujourd'hui, c'est avec grand plaisir. Mais ouais, ouais, non, Rai restera. C'est plus ça, si tu veux, qui m'a marqué. Parce que je croisais un grand joueur. Alors, il y avait Marco Simone aussi en face, avec qui on deviendra amis plus tard. Mais c'est vrai que ce moment-là avec Rai dans les couloirs me marque profondément. D'accord. Quel est le défenseur qui t'a donné le plus de fil à retordre? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Par moi, hein. Euh, il y en a beaucoup, mais euh, Basile Boli était impressionnant. Il te D'accord. faisait peur. Il savait jouer sur la peur. En plus, moi, je suis jeune quand je débute. Basile, j'ai joué avec son frère Roger à Lens. Mais Basile, ouais, Basile était impressionnant. Il y avait Ferdinand Colli aussi, qui était. Mais lui, il était sec et il te faisait mal. C'est un truc de fou. Mais ouais, non, Basile Boli, ouais, t'impressionnait parce qu'il avait cet avantage-là psychologique sur toi. Et quand tu es un gamin, tu dis, bon, bah, je vais aller jouer de l'autre côté, je vais peut-être éviter sa zone. Mais ouais, dans Basile Boli, après, il y en a plein d'autres. Dans le placement, dans le truc à la Roche, c'était très fort aussi. D'accord. Et je crois qu'à la fin de ta carrière, tu deviens directeur d'un centre de formation? Alors, je suis directeur des jeunes à Cherbourg, chez les jeunes à Cherbourg. Et oui, je prends la responsabilité de l'équipe des moins de 17 ans. On arrive à monter, on monte en 17 ans nationaux. Après, le président me refusera la montée pour des raisons encore aujourd'hui, j'ai encore un peu du mal à digérer. Mais ouais, on avait fait une saison exceptionnelle avec les gamins. On arrive à accrocher le stade Malherbe-Caen, qui quand même reste la référence quand même dans le Cotentin et en Normandie. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, faire ce qu'on a fait avec les garçons, d'ailleurs que je salue au passage, ouais, on a fait quelque chose d'extraordinaire, on a fait quelque chose de grand. Malheureusement, ça n'a pas été suivi derrière, ce qui est bien dommage, parce que les garçons méritaient vraiment de faire quelque chose de grand au sein de Cherbourg. D'accord. Et comment se passe ta reconversion en tant que consultant après ça? Écoute, je l'avais un petit peu commencé avec, je dis d'abord, mes premiers pas de consultant à la télé, c'est avec Eurosport. Je fais la Coupe du Monde 2010 avec eux en Afrique du Sud.
Ensuite, il y a un petit temps de latence et puis je vais à Cherbourg et ce que je viens de vous dire précédemment. Et ensuite, c'est Charles Bétry qui me fait venir chez Beansport et qui me dit, bon, écoute, voilà, on a la Ligue 2. Donc j'ai eu Charles Bétry, j'ai eu Alexandre Ruiz, j'ai eu Smaïl Ouabdella et puis c'est parti. Ça démarre de là. Mon premier match date du 12 juillet 2012. Et tu vois, 12 ans après, ben, on est encore là. Alors, on m'a dit que tu jouais un peu, que tu as joué un peu avec le Variété Club de France. Ouais, Et Didier Deschamps, il a vraiment une sainte horreur de la défaite. ah, ça oui, je te confirme. Je te le confirme, même pour ce genre de match-là. Et à ce moment-là, j'ai joué un peu au milieu avec lui. Ouais, non, non. Il a ce charisme. Il a ce charisme. Il a ce truc. Euh, j'ai malheureusement pas eu la chance de jouer contre ou avec lui. Tu vois, même un garçon comme Laurent Blanc, tu vois, même parmi les défenseurs, tu vois, lui, c'est un autre style de défenseur qui n'était pas évident non plus à bouger. Pareil, ils n'aiment pas perdre. Ils n'aiment pas perdre du tout. Donc, tu comprends pourquoi ils ont gagné la Coupe du Monde, tu comprends pourquoi ils ont gagné l'Euro, tu comprends pourquoi aussi ils ont eu de grandes carrières dans des grands clubs européens. Ouais, ouais, non, je te confirme que bien Didier Deschamps n'aime pas perdre. Et même sur un match de bienfaisance caritatif, pardon, quoi que ce soit, et il a raison, c'est la compète. Et qu'on ne soyons pas surpris des résultats qu'il peut avoir aujourd'hui. Ah ben justement, on va rebondir là-dessus. Alors, est-ce que tu penses que la France peut gagner cet Euro 2024 en Allemagne? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, que la France peut gagner l'Euro. Euh, il y a tout aujourd'hui en équipe de France pour gagner l'Euro. Maintenant, je ne vais pas me jouer au jeu de pronostic, savoir si tu me demandes intrinsèquement si l'équipe de France peut le faire, je te réponds oui. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont gagner? Ça, c'est autre chose, parce que le terrain sera autre chose, donnera son verdict. Mais aujourd'hui, oui, 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 l'équipe de France est capable de le faire. Bien sûr que oui. Et on reste en France. Alors, avec cette fois-ci les coupes d'Europe, puisqu'on a trois clubs Hum. français engagés en quart de finale de Ouais. Coupe d'Europe, Hum. est-ce que tu penses qu'on peut, sur les trois, au moins, aller en chercher une, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou avec l'OM en Europa League ou Lille? Est-ce que tu penses qu'il... Oui, je pense que oui. Je pense que oui, c'est capable. Les clubs français sont capables de le faire. Marseille, l'a prouvé, n'a rien volé à sa qualification, même si ça a été compliqué au retour. Paris a répondu présent par rapport au tirage, tout ce qui lui avait été donné. Tout le monde disait que ouais, il faut les jouer les matchs quand même. Et il se rend compte que ça n'a pas été simple. Et puis une équipe dont on parle pas beaucoup, mais qui fait son petit bonhomme de chemin en Europe, c'est Lille. Voilà, Lille a été gagné 3-1 à l'aller, fait un partout chez eux. En championnat, sont plutôt pas mal placés. Donc, oui, oui, non, non, mais les clubs français peuvent faire quelque chose cette saison, que ce soit en Champions League, en Europa League ou en Europa League Conférence. Je pense qu'il y a pas mal de choses et je pense que les clubs français peuvent faire quelque chose de beau cette saison. D'accord. Alors, cette fois-ci, on se déplace sur le continent africain. Alors, je sais que tu étais Oui, à la CAN oui. 2024, tu l'as encadré. Est-ce que tu suis toujours un petit peu le Togo? Est-ce que tu as envie que le Togo aille un peu plus en Coupe d'Afrique et voire même en Coupe du Monde, pourquoi pas, d'ici quelques Alors, années? ce n'est pas que je veux que le Togo aille un petit peu en Coupe d'Afrique, c'est que le Togo doit aller en Coupe d'Afrique, tout simplement. Et tu veux espérer grandir, tu veux espérer construire quelque chose, il faut que déjà que tu arrives à participer à des compétitions. Pour participer à des compétitions, il faut que tu enchaînes les matchs, il faut que tu enchaînes pas mal de choses. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le Togo a la place de pouvoir faire quelque chose. Maintenant, il y a toute une réorganisation qui sont mis en place, une nouvelle génération de joueurs qui arrivent. Et pour moi, le Togo doit se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Et j'espère qu'ils le feront. Parce que pour moi, ouais, quand tu as pu être à la Coupe du Monde, je vais prendre un exemple, c'est l'Angola. L'Angola a disputé la dernière CAN et Il a l'Angola été aussi a bon, hein? participé a participé à sa première Coupe du Monde aussi En en même temps que 2006, vous. tout comme nous. Tout comme nous. Donc, si tu veux,
quand l'Angola est capable de le faire, pourquoi le Togo ne serait pas capable de le faire? Et je pense qu'on a les possibilités de pouvoir le faire. Donc, à nous maintenant de nous donner, si tu veux, les moyens au sein de la fédération togolaise, de se donner les moyens de pouvoir le faire, mais surtout, voilà, d'avoir les joueurs qui te permettent aussi de pouvoir te qualifier. Donc, tout ça, c'est un gros chantier. Il faut y arriver, mais je pense que oui, que le Togo a les moyens de pouvoir le faire. Toi, t'aimerais pas, par hasard, je sais pas, jouer un rôle au sein de la fédération togolaise? Je te vois venir, je te vois venir. Ah non, non, j'ai pas dit de sélectionneur ou quoi. Non, 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 Ah mais non, 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 mais quand je te dis je te vois venir, oui, d'avoir un rôle au sein de la fédération togolaise, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais, on aimerait tous apporter un peu notre petite pierre à l'édifice. Maintenant, est-ce que nos dirigeants en ont l'envie? Toujours est la question. Aujourd'hui, quand tu vois qu'une star internationale comme Emmanuel Adebayor pourrait jouer un rôle et pourrait être un formidable ambassadeur pour notre fédération, ne l'est pas ou n'a pas un rôle, voilà, tu peux te poser des questions. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui sont en place ne sont pas capables de le faire. Je pense qu'ils sont capables de le faire. Après, tant qu'on ne nous demande pas, même nous, si on en a l'envie, après, il faut qu'il y ait de la place, effectivement, pour que tout le monde puisse le faire. d'accord. Robert Mann, dernière question, celle que je pose à tous les invités. Quelle est la personne que tu me conseillerais d'interviewer? Euh, dans quel domaine tu vas interviewer une personne? Je sais pas, un footballeur, un journaliste, n'importe, hein. Quelqu'un qui a des bonnes anecdotes à raconter. Voilà. Quelqu'un que, je sais pas, tu l'écoutes parler, tu bois ses paroles, je sais pas. Euh, que tu pourrais interviewer. Euh, alors, comme ça, vu que je suis un passionné de sport automobile, je t'aurais dit Alain Prost. Parce que je pense il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je pense, à raconter, des choses à dire. Moi, c'est quelqu'un que j'écouterai des heures, je pense, parce que ce sont des passionnés. Euh, ouais, alors footballeur, toi, je pense que tu en as eu beaucoup, tu en auras beaucoup, je pense que tu auras d'autres personnes qui ont peut-être des choses aussi à raconter. Mais moi, j'aime bien sortir un petit peu de mon sport et ouais, dans le sport automobile, je te dirais oui, Alain Prost qui arrive à l'avoir, ou Julien Febvreau qui commente les Grands Prix de F1 pour Canal. Je pense que c'est des garçons qui ont beaucoup, beaucoup de choses à raconter, surtout de leur passion. On sort un peu du cadre du sport, ils sont dans le journalisme pur. Ouais, ça serait sympa. Ou sinon, après, je te dirais mon collègue Samuel Olivier, avec qui j'ai commenté pendant un peu plus de 10 ans, et qui lui a quelques anecdotes peut-être aussi à raconter. Et si jamais tu l'as, tu lui demandes de te raconter l'histoire de Thomas Delaine. Et je pense qu'il va savoir parce que tous les amateurs de Ligue 2, je pense, connaissent l'anecdote de Thomas Delaine. Ah ben là, tu as titillé ma curiosité. Ben écoute, Ah ben, le rendez-vous est pris. En tout cas, et je pense connaissant Sam, il te répondra avec grand plaisir. allez, ben, écoute, le rendez-vous est pris. Moi, je te remercie d'avoir accepté cet entretien. Et, Avec grand plaisir, et, Ronan. et franchement, j'espère un jour qu'on pourra se croiser. Eh ben écoute, pourquoi pas. Alors dans ces cas-là, tu dis au Nîmes Olympique de vite remonter parce que si j'entends ton accent, t'es pas très loin, tu dois être dans le sud. Ça serait bien que Nîmes remonte en Ligue 2 ou si jamais tu as l'occasion d'aller au stade de la Mosson et que par bonheur on venait à y aller, ça serait avec grand plaisir. Je suis d'une mère pailladine, donc évidemment, Ah bah tous tu les vois, fois. ah, écoute. Une mère pailladine, un père marseillais. Ah Juste. bah tu vois, eh ben voilà. Ben écoute Ronan, avec grand plaisir quand tu veux. Allez, super. Ben, merci à toi, Robert. Avec Passe grand une bonne plaisir Ronan. soirée. Toi Ciao, aussi, bonne ciao. soirée. Ciao. Ciao.